Bien, bonjour tout le monde. On va démarrer pour ne pas prendre de retard et notamment pas accumuler trop de retard pour les intervenants d'après. Donc on va vous parler agriculture biologique et démarche sans gluten. Donc je suis Stéphane Mélif, je suis responsable du développement chez Bureau Veritas, département agro-industrie en France. Et Martine Kathleen, du coup chargée d'affaires agriculture biologique, qui va vous parler de comment on s'engage en bio, c'est quoi les règles à respecter et puis les modalités d'audit sans gluten. Très rapidement, vous présenter Bureau Veritas. Alors Bureau Veritas, c'est une grosse boutique, 4,6 milliards de chiffre d'affaires, près de 70 000 salariés dans le monde, 400 000 clients et donc de nombreux laboratoires. Nous, on fait partie de la branche certification de Bureau Veritas. Vous voyez qu'on n'est qu'un tout petit maillon de Bureau Veritas, puisqu'on représente 8% des marchés de Bureau Veritas dans le monde. Alors voilà quelques démarches qu'on est capable pour lesquelles on accompagne nos clients. Donc vous voyez de la fourche à la fourchette. J'ai encadré en bleu là, les démarches sans gluten et agriculture biologique. Et vous voyez qu'on est sur une foule de cahiers des charges et de démarches à la fois de produits et également de systèmes de management d'entreprise. À noter les petits derniers comme le logo hygiène pour la restauration. Origine France garantie, voilà, tout un tas de démarches. Quelques-uns de nos clients. Donc aujourd'hui, on travaille avec vraiment des milliers de clients, de l'agriculteur à la multinationale, avec un petit dernier qui est C'est qui le patron, voilà, qui nous a confié des contrôles de leur démarche. Et puis un petit réseau qui s'appelle La Côte et l'Arête, restaurant dans le sud-ouest. Voilà. Et puis quelques innovations. Tout à l'heure, on nous a parlé de démarches innovantes de digitalisation. Vous voyez qu'on est aujourd'hui sur des démarches de blockchain, de dématérialisation, d'autocontrôle dans le milieu de la production, maîtrise de la supply chain. Et puis, vous voyez, en Afrique, par exemple, on mandate des drones pour aller faire des contrôles au champ. Donc, des choses très, très innovantes. Voilà, je laisse la parole à Martine Kathleen sur la certification bio, puis le sans gluten. Bonjour à tous, merci d'être si nombreux dans la salle. Vous avez tous normalement une petite plaquette entre les mains dans laquelle on a mis une fiche concernant la certification bio et une autre qui concerne le sans gluten et puis une petite enquête de satisfaction. Donc n'hésitez pas à compléter cette enquête de satisfaction, laissez vos coordonnées si vous voulez être recontacté. Voilà, donc je vous laisse regarder. Donc en termes de certification biologique, je vais vous présenter les grandes lignes. Tout d'abord le marché. Pour la plupart d'entre vous, j'imagine que vous connaissez déjà le marché biologique, mais je vous resitue quand même dans le contexte. Donc en 2017, pour la première fois, le marché de l'agriculture biologique représente 8 milliards d'euros, ce qui est loin d'être négligeable. En regardant tout à l'heure la petite brochure du salon, je me suis amusée à regarder le parcours bio, qui est d'ailleurs en rose. Et en fait, il y a quasiment plus de stands qui font du bio que de stands qui ne font pas de bio maintenant. Donc on ne parle plus du tout de niche, c'est terminé. En termes du nombre d'opérateurs en France, c'est très important. Donc en termes de producteurs, ça représente plus de 36 000 producteurs. Et en termes de transformateurs et de distributeurs, on est dans une population qui est aussi largement en augmentation, entre 15 et 18%. La France est très bien située dans le marché européen. En termes de surface, on est à la 3e et en termes de marché, on reste à la 2e place du marché européen en bio. Donc loin d'être négligeable. Pour les gens qui sont ici, vous êtes probablement peut-être ou transformateurs ou distributeurs de produits biologiques. Donc là, vous pouvez voir que depuis l'année 2005, il y a eu une augmentation très importante et en 2017, un nouveau rebond. On a vu un rebond en 2011, comme vous pouvez le voir, et en 2017, on a assisté un peu au même phénomène. Aujourd'hui, on a plus de 17 000 opérateurs dans le secteur de l'aval en bio. Donc plus 16% par rapport à 2016. Si on ouvre un peu plus large au niveau européen,
Ce qui est important de voir, c'est que le marché bio européen, c'est plus de 32 milliards d'euros. Alors là, j'ai que les chiffres 2016, mais plus de 32 milliards d'euros. Et en termes de valeur, 70% des achats se font essentiellement dans 4 pays, que sont l'Allemagne en premier, la France en deuxième, comme je viens de vous dire, juste derrière l'Italie et le Royaume-Uni. Et au Royaume-Uni, après une phase un petit peu délicate, en fait, la consommation est en réaugmentation, comme vous pouvez le voir sur la courbe. Il n'y a plus de diminution. Le bio chez Bureau Veritas, en complément de ce qu'avait dit Stéphane tout à l'heure, donc là j'ai mis quelques entreprises qui nous font confiance. Aujourd'hui, c'est plus que 15 000 entreprises certifiées en bio. Sur les emballages, vous pouvez trouver notre numéro d'agrément, donc on est identifié par l'agrément FR Bio 10. En termes d'exploitation agricole, on a dépassé les 8500 exploitations et en préparateur-distributeur, 6700. Il faut savoir qu'en préparateur, on entend aussi boulangerie, terminaux de cuisson, ce n'est pas uniquement les fabricants structures industrielles. Qui est concerné? Alors j'ai envie de dire quasiment tout le monde, de la fourche à la fourchette, hein, pour prendre l'expression consacrée. Il y a quelques dispenses donc, qui concernent essentiellement les magasins. Donc si quelques personnes sont concernées ici par le magasin de détail, sont exemptés de contrôle uniquement les magasins qui vont vendre uniquement des produits bio préemballés, des boîtes de conserve, des paquets de biscuits, etc. Également des produits en vrac, à condition que le montant d'achat annuel soit inférieur à 10 000 euros. Donc ça, quand même, ça reste assez limité, on passe vite les 10 000 euros. Et puis, pour un domaine qui vous concerne moins, si on vend uniquement à des agriculteurs, par exemple, des sacs de semences, des choses comme ça. Sinon, toute la population est concernée par la certification. Qu'on soit agriculteur, grossiste, préparateur, magasin de produits bio et aussi les importateurs qui sont concernés par la certification. En termes de textes réglementaires, je ne vais pas vous assommer par les subtilités réglementaires. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un seul texte européen qui fait foi. Donc que le produit bio soit fabriqué dans n'importe quel pays d'Europe, en fait, c'est la même chose. Il est à équivalence. Il y a 2 textes principaux. Le règlement cadre qui s'appelle le règlement 834-2007 et le règlement d'application qui s'appelle le règlement 888-2008. Et si vous êtes intéressé, je vous invite à consulter le détail de ces textes sur notre site que j'ai replacé juste dessous. Et pour ceux qui sont concernés par l'importation, sachez qu'il y a une modification majeure depuis octobre 2017 sur les modalités et en particulier sur l'enregistrement via une plateforme qui s'appelle Trace NT. Voilà, donc je vous invite à regarder ça dans le détail sur notre site si vous le souhaitez. Les produits certifiables en bio, un petit échantillon, en fait quasiment tous les produits sont concernés. Les produits agricoles, ça on s'en doute un peu, le blé, les lentilles, le miel. Les denrées transformées qui contiennent plus de 95% bio, en sachant que les 5% c'est pas n'importe quoi, c'est 5% limité en liste restreinte par le règlement que je viens de citer avant. Donc là on a la farine, les biscuits, les confitures, les compotes, les compléments alimentaires, etc. On a quelques produits anecdotiques, il y en a très peu sur le marché qui contiennent certains ingrédients bio, mais le règlement bio le permet, mais limite la communication. Dans ce cas-là, il n'y a aucun logo possible, pas de logo européen, pas de marque AB, donc on les trouve très peu finalement sur le marché. Et enfin, un produit qu'on trouve aussi assez peu, mais qui permet d'être valorisé, ce sont les produits végétaux en conversion, comme du jus de pomme, avec une liste limitative d'additifs et d'autres produits qu'on peut intégrer, mais qui permettent de valoriser le produit un peu plus tôt, par exemple pour un producteur. Les points d'audit, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous dire que chaque opérateur est au moins contrôlé une fois par an en bio, que les contrôleurs dont disposent de grilles et qui le balayent en gros tout le processus de manière systématique. Donc là, c'est un extrait de la grille, hein, ce n'est pas la grille telle qu'on l'utilise, mais de l'origine biologique des produits, la compte à matière, la traçabilité, toutes les recettes bio sont passées en revue. On est particulièrement vigilant à tout ce qui est garantie de nos mélanges entre les produits bio et non bio, parce que la plupart des fabricants sont mixtes, bio-non bio. Et puis tout ce qui est relatif à la communication client, que ce soit les étiquettes produits, les affiches, et puis après tout ce qui est support de communication dans des magasins.
Là, je vous rappelle dans les grandes lignes quelle est la démarche pour être certifié bio, pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui ne sauraient pas encore. Il y a une étape administrative qui s'appelle la notification, qui se fait via Internet sur le site de l'agence bio. Ensuite, vous avez à nous contacter pour pouvoir avoir ce qu'on appelle une attestation d'engagement, en fait, une preuve comme quoi vous êtes engagé en agriculture biologique. Et puis, un contrôleur prend rendez-vous, vous appelle, prend rendez-vous, réalise une première visite. Et si tout est conforme, vous recevez un certificat qui est valable pour une année. Voilà. Les fréquences de contrôle varient en fonction de la typologie de l'opérateur. Je suis désolée, j'ai un peu vite. Hein. N'hésitez pas à m'écrire sur la petite feuille qui est dans la pochette si vous voulez être recontacté ou si vous avez des questions. Et sinon, j'ai mis mon adresse mail aussi. Je ne sais pas si vous avez le temps de la prendre en note, si vous voulez me contacter. Donc si vous avez besoin d'une certification biologique, là, je vous restitue la méthodologie. On a une plateforme qui permet de remplir un questionnaire en ligne. Sinon, vous pouvez aussi nous appeler directement au numéro de téléphone que j'ai indiqué. En termes d'outils de communication, donc on a nos sites internet qui permettent d'avoir les actualités, les événements. On met sur ce site internet toute la réglementation à jour. Voilà, ce qui est sur le site est entièrement à jour. On met par exemple le règlement consolidé. On dispose également d'un espace certification pour nos clients, ce qui permet d'aller rapidement sur les documents nécessaires pour la certification. Et puis régulièrement, à peu près tous les 2 ou 3 mois, on envoie tout le monde par Internet en fait, une petite lettre d'info pour avoir justement la connaissance de ce qui a changé en termes de réglementation. En termes d'auditeurs, actuellement, on a à peu près une centaine d'auditeurs qui sont qualifiés en bio sur toute la France. Donc tous les départements sont couverts. Et après, en termes de certification, donc 4 sites regroupent les personnes qui suivent la certification pour les validations d'étiquettes, les émissions de certificats, la planification, enfin tout le côté hors contrôle. Je suis désolée, je vais un peu vite, mais du coup, je passe au deuxième volet, qui est donc la norme AOCS. Donc ça nous permet la norme AOCS, en fait, c'est le cahier des charges qui nous permet de faire les audits sans gluten. Alors, petit rappel ou information, je ne sais pas. Pour information, donc le gluten, moi je ne le savais pas avant de travailler sur le sujet, et rentre effectivement dans les grains de céréales et dans la partie amande. On peut penser que c'est dans une autre partie, mais c'est dans l'amande. Et dans cette amande, on retrouve en gros 12% de gluten. Donc c'est ce gluten qui peut poser problème. Et les molécules en question, ce sont les gliadines et les glutélines. Que provoque le gluten chez les personnes qui sont ou intolérants ou qui ont la maladie cœliaque? Alors pour ceux qui sont courants, chez les cœliaques, en fait, c'est une maladie qui est très handicapante puisqu'elle provoque la destruction de l'intestin grêle. J'aurai une petite photo tout à l'heure à vous montrer où vous allez voir que c'est assez flagrant. Et en fait, ça détruit en gros les villosités intestinales. Cette maladie est classée dans la maladie auto-immune. Et on peut confirmer le diagnostic d'un point de vue médical par une analyse de sang, puis une biopsie de l'intestin. Donc une fois le diagnostic posé, on est bien sûr que c'est une maladie cœliaque. Il existe aussi des personnes qui n'ont pas la maladie cœliaque, qui n'ont pas le test positif de l'analyse de sang pour les immunoglobulines, mais qui ont exactement les mêmes symptômes. C'est ce qu'on appelle les intolérants au gluten. Donc ils réagissent également aux protéines, les prolamines, et en fait ils développent les mêmes symptômes sans avoir la maladie cœliaque. Juste pour mémoire, si vous voulez essayer de vous rappeler de quelles sont les céréales qui contiennent du gluten, on peut se rappeler avec un moyen mnémotechnique qu'on peut dire que en gros ce sont les céréales qui sont symbolisées par sabot pour seigle, avoine, blé et orge, mais ce n'est pas exhaustif. Mais bon, c'est un moyen mnémotechnique de s'en souvenir. Et puis sinon, dans les céréales sans gluten, on retrouve le riz, le millet, le sarrasin, maïs, quinoa ou sorgho. En termes donc je fais un petit focus à nouveau sur la maladie cœliaque. C'est une maladie donc génétique, d'origine alimentaire. Il y a encore beaucoup de choses qui sont à découvrir en termes médicaux, en particulier les facteurs déclenchants qui peuvent être des virus, des candidats, du stress.
Tout n'est pas, comment dire, la recherche médicale a encore des choses à trouver sur l'origine de la maladie. Et donc c'est la photo dont je vous parlais tout de suite, qui illustre très bien à gauche un intestin grêle normal d'une personne qui n'a pas de problème particulier, et à droite la coupe de l'intestin grêle de quelqu'un qui a la maladie cœliaque, où on se rend compte qu'en fait les villosités ont complètement disparu. Et sans rentrer dans le détail, ça explique pourquoi il n'y a plus d'absorption de nutriments, puisqu'il n'y a plus de surface de contact entre les nutriments et puis le reste de l'organisme. Alors pour les consommateurs, donc ce que je viens de dire, je redis, et donc on a les vrais intolérants, on a les hypersensibles au gluten qu'on vient d'évoquer, et on a une troisième catégorie, c'est aussi les consommateurs qui cherchent du bien-être en fait. Donc là, il y a beaucoup l'effet de mode par certaines personnes très célèbres qui estiment que cela leur donne du bien-être de ne pas manger de gluten, et ça a aussi augmenté la consommation des produits sans gluten chez les consommateurs qui ne sont pas malades. Juste pour information, en termes de prévalence, donc de nombre de personnes dans la population concernée, enfin comptée, parce que tout le monde n'est pas diagnostiqué, on estime actuellement entre 1 et 1,4% le pourcentage de la population qui est concernée par la maladie et diagnostiquée. Alors je vais faire un focus là sur la norme européenne. Donc en fait en Europe, on a le même cahier des charges pour tous les produits qui vont communiquer sur sans gluten avec le logo épibarré. C'est votre... Ah, bah voilà. Il y en avait un derrière. Pardon. Donc, cette norme, actuellement, on utilise la version de septembre 2016. Et l'AOCS, donc c'est l'Association of European Celiac Societies. En termes de normes, dans son contenu, vous pourrez aller voir le détail. Mais c'est un standard qui est très orienté sur l'HACCP gluten. En fait, c'est un risque parmi d'autres. On a la même logique de quantification et puis d'estimer quels sont les risques dans l'entreprise que pour un risque autre. Là, c'est le risque gluten. Ça nous permet, donc, cette norme, de faire des audits sur site chez les fabricants qui fabriquent ces produits. Et ce qui est obligatoire en France depuis 2016, c'est d'avoir un audit par an de chaque fabricant de produits sans gluten sur cette base. En termes de communication, maintenant, sur les produits, vous retrouvez ce logo, le logo épibarré. Et dessous, vous avez l'enregistrement de manière unitaire en fait, du produit, FR parce que le fabricant est en France. Les 3 chiffres suivants identifient l'entreprise, le licencié, et les 3 chiffres suivants identifient de manière unitaire le produit. Donc pour pouvoir utiliser le logo épibarré, il faut avoir assigné un contrat de licence avec l'AFDIAG en France. Il faut s'engager à respecter le seuil de gluten qui est inférieur à 20 mg par kilo dans chacun des produits. Donc au moins une analyse produit fini par an à réaliser. Cette analyse, en fait, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est selon une méthode qui est imposée et qui est accréditée par le COFRAC pour ce type de produit. Donc on l'appelle le test ELISA R5 Mendes pour ceux qui connaissent. Et puis donc ce que je viens de dire, systématiquement au moins un audit de chaque fabricant chaque année pour vérifier la conformité. Donc à l'issue de cet audit annuel, si tout est conforme, l'entreprise reçoit une attestation qui prouve que tous les points de la norme ont bien été respectés. Et les auditeurs de Boretas qui réalisent ces audits ont été spécifiquement formés et en agroalimentaire et sur cette norme. Je vous ai mis un extrait de la grille sans la détailler, c'est pour vous dire que tout est passé en revue de manière systématique. Là, c'est l'extrait qui concerne les emballages, par exemple, et les analyses. Donc, ce que je vous ai dit, un des points principaux, c'est l'HACCP gluten. Et ça s'applique vraiment au niveau du risque du tout début, de la RHD, l'élaboration des recettes, la préparation, et puis au conditionnement des produits pour éviter qu'il y ait des contaminations entre par exemple, un produit qui contient du gluten sur le même site et le produit sans gluten, y compris jusqu'au conditionnement. Il y a des choses essentielles à regarder, y compris même la nettoyabilité des matériaux pour éviter la contamination. Et puis systématiquement, sur la base de l'analyse de risque, l'entreprise est amenée à réaliser des tests en interne pour vérifier que ce qu'elle a prévu comme protocole est bien conforme via des analyses également.
Donc les analyses devaient être pertinentes en fonction de son risque. Et là, je vous ai remis juste pour identifier la personne qui, chez nous, peut répondre à vos questions et vous émettre un contrat si vous le souhaitez. Je vous remercie. C'était peut-être un peu mené timing bon train, parce que je ne voulais pas du coup redécaler les suivants. Est-ce que vous avez des questions sur l'un des sujets, le bio, le gluten ou autre d'ailleurs, ou les audits Bureau Veritas en général? C'était super clair en fait. Ou trop rapide? Je ne sais pas. Oui. Bonjour, est-ce que vous pouvez rappeler la différence majeure entre le logo EcoCert et le logo AB? C'est simple, ça n'a rien à voir. Non, je blague. Ah, je reviens. Donc, pour communiquer sur un produit biologique, l'obligation réglementaire, c'est d'avoir ce qu'on appelle l'eurofeuille. Et tout début. Ah, bah, je l'avais même là. Elle est en haut. Ouais. Mais là, à la limite. Donc ici, on voit, c'est ça. Donc ça c'est vraiment le logo réglementaire, sur tous les produits bio. Ensuite, ce qui est réglementaire, c'est d'être certifié par un organisme certificateur qui a un agrément. Donc les agréments sont donnés par le ministère de l'Agriculture, par exemple en France. En France, il y a 8, si je ne dis pas de bêtises, 8 organismes certificateurs qui ont un agrément. Chacun a un numéro. Donc EcoCert était le premier à faire de la certification. Son numéro, c'est FR Bio 01. Après, il y en a eu d'autres. Et Bureau Veritas a également un agrément. Et notre numéro d'agrément, c'est FR Bio 10. Voilà. Donc en fait, c'est un logo, enfin je veux dire, c'est l'identifiant de l'organisme certificateur pour la certification biologique. Et EcoCert est une marque de certification, au même titre que Bureau Veritas Certification est une marque de certification. Donc c'est une marque privée. On le voit beaucoup sur les cosmétiques, notamment EcoCert. Ce n'est pas un référentiel EcoCert, c'est vraiment une marque d'organisme de certification. Pour les cosmétiques, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les cosmétiques, il y a un référentiel européen qui s'appelle le Cosmo Standard, qui n'a rien à voir avec le règlement bio européen, mais qui est un référentiel privé, audité par des organismes tels que Bureau Veritas ou EcoCert. Voilà. EcoCert est le premier organisme certificateur bio en France. Bureau Veritas est le deuxième. Voilà. Nous, on a une marque Qualité France. Je ne sais pas si vous la connaissez, Qualité France, voilà, qui est une marque également de certification. Alors, on va pas trop s'étendre parce que l'heure tourne. Et je vois on a réussi à rattraper le retard, voilà. Ceci dit. Hein. Ouais, on a fait vite. Vous avez reçu des pochettes. Je vous invite à nous laisser votre adresse mail et vos coordonnées, votre avis, vos questions. Comme ça, on vous envoie la présentation directement et un contact sur le sans gluten ou le bio. Merci beaucoup de votre attention.